Vous savez maintenant à peu près de quoi est fait et comment fonctionne l'inconscient freudien. Il est grand temps de faire de la philosophie, c'est-à-dire de se poser des questions. La première question que se pose la philosophie face à l'affirmation de l'existence d'un inconscient, c'est est-ce que c'est vrai? Quelles preuves avons-nous? Et est-ce que les méthodes qui ont conduit à cette affirmation sont réellement scientifiques? Cette problématique correspond à un premier groupe de sujets de dissertation possibles. Bien sûr, pour commencer ce travail, vous devrez rappeler dans les grandes lignes ce qu'est l'inconscient. De la même façon, vous devrez définir ce qu'on entend par science, par vérité scientifique. Et là, je vous renvoie au cours sur les sciences, soit le cours sur la vérité, soit le cours sur théorie et expérience. Retenons cependant que les sciences expérimentales procèdent classiquement en 4 grandes étapes. Observation, hypothèse, expérimentation et loi. Nous allons voir ce qu'il advient de la psychanalyse à chacune de ces étapes. Première étape, l'observation. Il est un peu ridicule d'imaginer qu'on puisse observer l'inconscient, puisque par définition l'inconscient, il est inconscient, donc il n'est pas conscient, il n'est pas observable. Ce que l'on observe, ce sont ses effets. C'est-à-dire, on observe un désordre mental, un désordre psychique, un déséquilibre, une névrose, on observe un rêve, un contenu de rêve, on observe un lapsus, un acte manqué, mais on n'observe pas directement l'inconscient. Mais est-ce que c'est réellement différent dans le cas des vraies sciences, des sciences officielles? Vous l'avez rencontré, vous, la tuberculose dans la rue? Ce qu'on observe, ce n'est pas la tuberculose. La tuberculose, c'est une idée. Ce qu'on observe, c'est les effets de la tuberculose. On observe la toux, on observe la fièvre. De la même façon, lorsque Pascal va expérimenter son hypothèse sur la pression atmosphérique, ce n'est pas la pression atmosphérique qu'il va rencontrer, mais seulement ses effets, c'est-à-dire un liquide qui monte plus ou moins haut dans un tube. Donc souvenez-vous du baromètre pour cet argument-là. Affirmer que nous avons en nous une sorte d'alien dont nous ne connaissons même pas l'existence et qui en permanence nous manipule et nous fait faire tous ces caprices, est-ce que réellement ça n'est pas une hypothèse farfelue, une hypothèse gratuite qui ne repose sur absolument rien? Mais n'est-ce pas tout aussi farfelu d'affirmer qu'il y a des choses qui sont invisibles? Lorsque l'on a fait l'hypothèse de l'existence de rayons infrarouges ou ultraviolets, ou des ultrasons, l'idée paraissait tout aussi farfelue. Lorsque Einstein nous dit que nous vivons dans un monde à 4 dimensions, nous ne pouvons même pas l'imaginer. C'est une hypothèse qui pouvait paraître farfelue. C'est une interrogation qu'on a faite à Freud lui-même et à laquelle il a répondu. Il écrit que cette hypothèse était nécessaire, qu'elle s'est imposée à lui, parce que dans la vie consciente, on observe des phénomènes que la science du moment ne pouvait pas expliquer, comme les névroses, le contenu des rêves, les actes manqués, etc. Mais c'est ce que fait naturellement et habituellement la science. Lorsque, par exemple, en ce qui concerne la lumière, les physiciens n'ont pas pu expliquer le fait que lorsqu'on superpose que deux faisceaux lumineux se croisent, à leur rencontre, il n'y a pas plus de lumière, ce que dirait la théorie corpusculaire, mais au contraire une zone noire. Ils ont dû faire une nouvelle hypothèse qui les a amenés à la théorie ondulatoire de la lumière. En science, l'expérimentation consiste à reproduire artificiellement, en général en laboratoire, un phénomène, d'en faire varier les paramètres de manière à l'observer et surtout à le mesurer. Imaginez-vous possible de produire en laboratoire une névrose? Imaginez-vous possible d'en faire varier les paramètres? Par exemple, se dire, eh bien, peut-être que ça vient de la relation au père, alors on va essayer avec un autre père. Ou de la relation à la mère, ensuite on va essayer avec une autre mère. C'est à la fois techniquement et moralement impossible.
Là encore, on peut se demander si la science ne fonctionne pas exactement de la même manière. Elle ne peut pas, dans tous les cas, reproduire le phénomène qu'elle veut étudier en laboratoire. Peut-on reproduire en laboratoire un tsunami? Elle s'interdit aussi un certain nombre d'expérimentations pour des raisons purement éthiques, notamment en biologie. Dernière étape, la loi. Lorsqu'une hypothèse a convenablement et suffisamment été expérimentée, elle se transforme en loi. Cette loi, classiquement en science, elle est générale et universelle. On a du mal à imaginer, en psychologie, des lois générales et universelles. Est-ce qu'on va arriver à affirmer que tous les gens qui auront été élevés par le même type de parents auront les mêmes problèmes, que tous ceux qui auront eu le même traumatisme au même âge développeront le même type de névrose? Ça n'est pas imaginable. Freud lui-même a dit qu'il y avait dans notre destin une part personnelle, une part individuelle. Et prenant l'exemple de Léonard de Vinci, il a dit que les enfants qui pourraient avoir le même type de vécu dans leur jeunesse que Léonard de Vinci ne deviennent pas tous automatiquement Léonard de Vinci. À cette dernière étape encore, on voit que la science se retrouve dans la même situation. Newton avait conçu ces lois comme des lois générales, universelles, éternelles. Or, nous savons aujourd'hui qu'elles n'ont plus qu'une application restreinte. Par exemple, en matière de physique des particules, on ne peut pas rendre compte avec les lois newtoniennes du comportement de particules à grande vitesse. On a besoin de la relativité. On voit bien qu'en matière de sciences humaines, l'affirmation de telles lois générales, universelles, nécessaires, est encore plus difficile, voire illégitime. Il y a bien des gens qui ont essayé de nous dire que chaque crise économique était nécessairement suivie d'une période extrémiste, ou bien que les révolutions se passaient nécessairement à l'arrivée des beaux jours. On voit les limites de telles affirmations. Pourquoi? Eh bien simplement, probablement, parce que l'homme est un être libre. Cette question de la liberté face à l'affirmation de l'existence d'un inconscient sera traitée dans la vidéo suivante. Revenons maintenant à notre question de départ, car c'est toujours en revenant à votre question de départ, aux mots qu'elle contient, que vous pourrez réussir une synthèse. La question était: l'affirmation de l'existence d'un inconscient est-elle une vérité? Nous avons vu à quel point les sciences de la nature en sont arrivées à relativiser ce qu'elles présentent elles-mêmes comme des vérités. Les théories se succèdent. Par exemple, reprenons la lumière. Il y a eu la théorie corpusculaire de Newton, suivie de la théorie ondulatoire, puis d'une théorie électromagnétique, puis de la théorie quantique, pour finir aujourd'hui avec la théorie de Broglie, qui associe corpusculaire et ondulatoire. L'histoire des sciences, c'est l'histoire de vérités successives, ou plutôt, comme le dit Bachelard, l'histoire d'erreurs surmontées. Vous avez à votre disposition le texte de Bachelard et celui de Russell qui traitent de cette question. Ces vérités provisoires sont comme des grilles que l'on pose sur le réel pour l'expliquer, pour le comprendre et pour agir sur lui. Lorsqu'une grille n'est plus suffisamment performante, eh bien on passe à une autre. Et aujourd'hui, les scientifiques ne parlent plus de vérité scientifique, mais de modèle. À la lumière de cette évolution, vous voyez que la question de la scientificité de la psychanalyse se pose d'une autre manière. La psychanalyse n'est plus qu'un modèle explicatif du réel, qui permet de comprendre et qui permet d'agir, et dans ce cas, de soigner. La psychanalyse, si elle est maintenant considérée comme un modèle, est appelée à être dépassée par une nouvelle grille plus fine et plus efficace qu'elle. Vous voyez qu'alors dans la synthèse, vous renvoyez dos à dos les détracteurs de la psychanalyse qui lui dénient toute validité et ses zélateurs, ses disciples, qui la voient comme un dogme sacré. C'est le mouvement d'une synthèse
Nous le verrons dans une vidéo consacrée à la méthodologie de la dissertation.